J'ai eu 2 expériences de mort imminente. D'un seul coup, je me suis retrouvé dans un couloir. Quand on va stimuler cette région, on peut provoquer ces expériences où on quitte son propre corps. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Subitement, une présence apparaît. C'est pas comparable à un rêve. J'ai reconnu dans la réalité ceux et celles que j'avais vus dans ma décorporation. Nous avons dû conclure que c'est un mystère absolu. J'ai essayé d'en parler. Ces expériences obligent à se poser des questions qui paraissent folles. Ça signifierait une remise en cause énorme. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Tout au long de ma carrière, j'avais enquêté sur des dizaines, des centaines de phénomènes étranges. Mais un mystère sans cesse me hantait. Le mystère suprême, universel. Que se passe-t-il quand nous mourons? Quelques instants éphémères sur cette terre, et puis après, la fin, le néant, et rien d'autre? J'avais entendu parler de témoignages surprenants, des hommes et des femmes qui, après un arrêt cardiaque ou un accident, s'étaient approchés des frontières de la mort et en étaient revenus transformés. Un tunnel, une lumière incroyable, la vision en accéléré de toute leur vie, une sensation d'amour absolu. Une autre dimension semblait s'être ouverte à eux. Mon travail m'avait fait me frotter aux plus grandes énigmes. J'avais parfois pris tous les risques. J'étais enfin prêt. Il était temps de me lancer dans cette quête ultime, fondamentale, essayer de découvrir les secrets de notre mort. Tout d'abord, il me fallait trouver un premier témoin et tester sa fiabilité. Appliquer ma méthode habituelle à cette enquête qui me troublait profondément. Après des semaines de pourparlers, j'avais réussi à convaincre Marie de Solène de se confier à moi. Elle s'était tue pendant 32 ans et était enfin prête à parler. J'étais cascadeuse à cheval, je faisais que des bêtises, quoi. Direction Oraison, un petit village à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Chute de cheval, traumatisme crânien, à 25 ans, cette sportive accomplie avait sombré dans cet espace étroit qui sépare la vie et la mort. On avait décidé avec une bande d'amis d'aller faire une grande balade sur les plages de l'île de Ré et j'ai mis le pied dans l'étrier, mes souvenirs s'arrêtent là. Je suis arrivé à l'hôpital de La Rochelle. Il paraît que le pompier essayait de me solliciter un éveil et il n'y avait rien. À un moment donné, je me suis vu, moi, je voyais la scène comme si j'avais été, je sais pas, sur une étagère bien en haut. Et je voyais un chariot avec quelqu'un dessus et plein de gens qui paniquaient, qui couraient pratiquement, qui poussaient le chariot. Et je me suis retrouvé dans une pièce
J'avais vu qu'il y avait un médecin qui avait l'air assez jeune. Je voyais que c'était lui qui commandait. Et il y avait des infirmières, il y avait plein d'appareils, je ne savais pas ce que c'était. Et le jeune médecin a pris que à l'époque, je ne pouvais imaginer que comme 2 fers à repasser à l'ancienne. J'ai compris que j'ai dû avoir un problème cardiaque à ce moment-là. Et il disait, on la perd, on choque, on choque. D'un seul coup, je me suis retrouvé dans un couloir de l'hôpital. Il y avait ma meilleure amie qui était là et mon meilleur ami et qui avait l'air malheureux et écroulé. Et je ne comprenais pas, je disais, mais pourquoi ils sont malheureux comme ça? Aux yeux de la science, c'était impossible. Marie décrivait dans les moindres détails son arrivée à l'hôpital, son opération, l'attente angoissée de ses amis dans une autre pièce. Elle était pourtant inconsciente, le cœur arrêté. Elle n'aurait rien dû ressentir. Mais tout concordait avec ce qui lui était effectivement arrivé ce jour-là. C'est à ce moment-là où j'ai vu au fond du couloir qu'il y avait du soleil qui arrivait dans la grande baie vitrée. Et qu'il y avait une lumière énorme, mais pas aveuglante. Je me sentais vraiment attiré. Plus rien n'avait d'importance. Je suis rentré dedans et là j'ai eu la sensation comme si je prenais un ascenseur mais à l'horizontale. Et d'un seul coup, paf, ça s'est arrêté. Et je n'étais que dans cette brume lumineuse. Et c'est là où ça a été le plus beau, parce que qu'à ce moment-là, la première chose que j'ai pensé, c'est je suis rentré chez moi. C'est ma maison. C'était extraordinaire, extraordinaire. Un bonheur, mais un bonheur, vous ne pouvez pas vous imaginer, personne ne peut s'imaginer ça. Ce n'était que des sensations, mais tellement fortes que, vous voyez, 32 ans plus tard, elles ne m'ont jamais quitté. L'émotion de Marie paraissait bien réelle. Mon instinct me le disait, elle n'inventait rien. S'était-elle réellement aventurée au Ligia de l'au-delà, comme elle le suggérait? Mais j'ai toujours su que face à ce genre de témoignage, il fallait résister à l'émotion et chercher froidement d'autres éléments, d'autres indices, où qu'ils me mènent. J'étais habité par mon sujet, ouvert aux hypothèses les plus dérangeantes, mais décidé à être encore plus rigoureux que d'habitude. Ce passage de vie à trépas, le fleuve Styx des Grecs antiques, à quoi ressemblait-il techniquement? Une part de notre conscience pouvait-elle vraiment rester en éveil quand notre cœur s'était arrêté? Pour la suite de mon enquête, il me fallait l'avis des plus grands spécialistes. En me replongeant dans mes archives, je retrouvais le plus reconnu d'entre eux, Raymond Moody. Dès les années 70, ce médecin américain décortique des centaines de récits et leur donne un nom, expérience de mort imminente ou EMI. Il se rend compte que les témoignages ont des points communs, que les détails se recoupent, de quoi dégager 15 constantes. Il ne faut pas nécessairement que chaque témoin passe exactement par toutes les étapes de l'expérience. Ce qui est très caractéristique, c'est qu'au moment où leur cœur s'arrête de battre, ils s'élèvent au-dessus de leur corps et assistent à leur réanimation depuis un point situé juste en dessous du plafond de la salle d'opération. Ensuite, ils prennent conscience de ce qu'ils décrivent comme un tunnel. Lorsqu'ils en sortent, ils se trouvent dans une lumière très chaude, très accueillante, pleine d'amour. C'est alors qu'ils rencontrent des personnages religieux.
Ils passent en revue de manière détaillée tout ce qu'ils ont pu faire au cours de toute leur vie. Ils prennent le point de vue des personnes à qui ils ont pu faire du mal. Étrange, mais Marie de Solesnes avait vu la même chose. D'un seul coup, j'ai vu cette brume lumineuse. Ça se ramassait un peu. J'avais l'impression que ça ressemblait à une forme humaine. J'ai senti que cette chose en face, c'était un immense sourire bienveillant. Et j'ai dit, mais c'est quoi? C'est Dieu? Non, c'est infiniment plus. Et à partir de là, il a commencé à avoir un énorme échange. Ça se passait de pensée à pensée. Il n'y avait pas de temps, le temps n'existait pas. Il m'a montré ma grand-mère. Je n'avais pas été très cool avec elle. Je ressentais ce qu'elle avait ressenti, en fait. C'est la plus grande leçon qu'on peut prendre. Après, je voulais avancer parce que je sentais qu'un peu plus loin, il y avait un autre état de lumière. Et moi, je voulais aller vers là. Et là, ça a été non. Il fallait vraiment que je reparte. J'ai eu la sensation qu'on m'éclatait le cerveau, qu'on me mettait quelque chose dans l'esprit. J'avais accès à la souffrance du monde entier, à la joie du monde entier, et une hyper-conscience. La douleur chez l'humain était inacceptable. Et la fin, je ne peux pas dire qu'il m'a pris dans ses bras. C'était pas ça. C'est bien plus que ça. C'est comme s'il avait touché la plus extrême pointe de mon âme ou de mon esprit avec le sien, avec une délicatesse extraordinaire. Et là, j'ai ressenti ce que pouvait être un amour au-delà de l'humain, au-delà de tout ce que ça peut concevoir. Mais dès que ce contact a été fait, il m'a dit maintenant, tu vas repartir, mais je resterai avec toi jusqu'à ta prochaine venue. D'un seul coup, j'étais à nouveau dans mon corps. Ça a été évident tout de suite après que ça n'était pas un rêve, que c'était une réalité. Un rêve ou un cauchemar, il peut vous bousculer quelques jours après, mais pas 32 ans après. Pas un rêve. La même conviction que Raymond Moody. En 1975, il est l'auteur d'un best-seller, La vie après la vie. 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. La parole se libère. Les patients osent enfin parler, sans crainte de passer pour des fous. Mieux, des chercheurs, partout à travers le monde, se lancent dans l'aventure. En décembre 2001, Pim van Lommel, un cardiologue néerlandais de renommée internationale, réussit à publier son étude dans la prestigieuse revue médicale The Lancet. Ces résultats sont sans appel. 18% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque ont vécu une expérience de mort imminente. Et c'est inexplicable. Toutes les explications possibles des expériences de mort imminente, comme le manque d'oxygène dans le cerveau, ou des transmissions neuronales dans le cerveau, la peur de la mort, l'usage de drogue, les hallucinations, etc. Ces théories ne correspondaient pas à nos résultats. Nous avons dû conclure que c'est un mystère absolu. Et ces expériences n'ont pas de frontières. Europe, Amérique du Nord, Bolivie, Argentine, Chine, Russie, Inde, Moyen-Orient, des témoignages d'EMI sont recueillis partout dans le monde. En 1983, un sondage aux États-Unis donne l'ampleur du phénomène. 5% de la population est concernée. Même résultat pour des enquêtes menées en Allemagne, en Australie. À l'échelle planétaire, ça représente des millions de personnes. Parmi elles,
plus de 2,5 millions de Français. L'un des plus célèbres est Philippe Labro, grand reporter, écrivain lauréat du prix Interallié, réalisateur, parolier, grand patron de RTL, une figure de la scène médiatique et littéraire française réputé pour sa rigueur, son pragmatisme. Son témoignage n'en a que plus de poids. En 2005, il est hospitalisé pour une grave infection pulmonaire. Commence alors un étrange voyage intérieur qu'il décrit avec l'œil du cinéaste. Vous êtes comme une caméra qui est en plongée sur une scène que vous êtes en train de vivre, mais c'est très détaillé, c'est très précis. La couleur des draps, le nombre d'infirmières, il n'y en a que 2 autour du lit, l'interne, que je n'identifie pas parce que c'est vu de haut. Je me vois moi, je vois mon visage, c'est-à-dire que je vois la tête effrayante que j'avais. J'ai dû perdre 15 kilos en l'espace de 10 jours. Il y a le masque, il y a le tube, les poignets attachés. Et à partir de là, il y a le départ vers le haut. Je voyais des sortes de formes comme ça, qui auraient pu être des formes d'êtres humains. Mais ça pouvait être aussi, je ne sais pas moi, des éléments, comme ça, des éléments un peu blanchâtres, un peu cotonneux. Plus que la vision, c'est la sensation d'une grande douceur, d'une paix, d'une bienveillance. Comme un sourire qu'on ne voit pas, mais qui vous prend et vous entrez dans un sourire. C'était assez bouleversant. Parce que ça pose toutes sortes de questions sur y a-t-il une vie de la conscience après ce qui aurait pu être la perte de votre vie. En moi aussi, les questions se bousculaient. Le récit de Philippe Labro ressemblait de façon troublante à celui de Marie de Solesmes. Et là encore, l'écrivain avait clairement vu ce que son inconscience aurait dû lui interdire. Je voyais donc le visage ou les silhouettes de ces infirmières et de ce toubib, et ils correspondaient à ceux qu'ensuite, lorsque j'ai été extubé, que je suis revenu à la réalité, aux mêmes personnes. J'ai reconnu dans la réalité ceux et celles que j'avais vus dans ma décorporation. Et c'était la même chose. Étrange, vraiment étrange. Et si nous avions des capacités que nous ignorons, que nous aurions perdues au fil des millénaires? C'est dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, que j'allais chercher mes réponses. Et une vérité très vite m'apparut. Ces traversées surnaturelles avaient toujours existé. Au 8e siècle, le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, en parlait déjà. Noble fils, maintenant que ta respiration a presque cessé, voici pour toi le moment de chercher une voie, car la lumière fondamentale qui apparaît lors du premier état intermédiaire va poindre. Même révélation dans le livre des morts des anciens Égyptiens, un ouvrage vieux de près de 4000 ans. Ici commence le chapitre qui relate la sortie de l'âme vers la pleine lumière du jour, sa résurrection dans l'esprit, son entrée et ses voyages dans les régions de l'au-delà. La Bible elle-même évoque ces phénomènes avec l'histoire de Saint Paul. Soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix. 4 siècles avant Jésus-Christ, Platon, le père de la philosophie occidentale, écrivait ces mots dans la République. Il revint à la vie, et une fois revenu à la vie, il raconta ce qu'il avait vu là-bas.
Aussitôt qu'elle se fut détachée de lui, dit-il, son âme s'était mise en chemin en compagnie de plusieurs autres. Des récits de ce genre, j'en débusquais partout dans l'histoire des hommes. Et aujourd'hui, ils abondent. Grâce au progrès de la médecine, nous voyons de plus en plus de personnes qui reviennent des portes de la mort. Ces descriptions faites des visites de l'outre-monde ressemblaient étrangement au paradis des chrétiens ou à l'état intermédiaire des bouddhistes. Mais tous ces gens avaient très bien pu imaginer un au-delà conforme à leurs croyances, qui les confortait dans leur foi. La réponse, c'était Pim van Lommel qui la donnait dans son étude. Les récits étaient toujours les mêmes. On ne peut pas trouver de relation entre les expériences de mort imminente et la prise de médicaments, la peur de la mort, la connaissance préalable des EMI, le sexe, la religion ou la culture. Qu'ils soient athées ou chrétiens, tout cela ne change rien du tout. Un pédiatre américain allait finir de me convaincre. J'étais bien face à quelque chose qui dépassait les religions. Melville Morse s'est intéressé aux témoignages d'enfants, des patients sans préjugés culturels, bien trop jeunes pour comprendre ce qu'était la mort ou le paradis. Les enfants ont quasiment les mêmes expériences de mort imminente que les adultes. Ils ont une expérience commune et identique qu'au moment de mourir. Ils quittent leur corps physique, ils flottent dans un tunnel sombre et ensuite pénètrent dans une lumière très belle. Une lumière dont un enfant m'a dit un jour qu'elle avait beaucoup de choses belles en elle. Lorsque vous entendez un enfant de 3 ou de 5 ans vous raconter cette histoire, vous savez que ça ne vient pas d'un conditionnement culturel ou de trop de télévision. Ces récits remettaient en cause tout ce que je croyais savoir sur la conscience. Je suis un homme du concret, mais mes vies multiples m'avaient préparé à tout entendre, même ce qui bousculait mes certitudes et mon confort intellectuel. Après de nombreux appels et échanges de mails, j'avais réussi à convaincre Jean-Pierre Jourdan de me recevoir. Il est l'un des plus grands spécialistes français qui, depuis plus de 20 ans, analyse les mystères des expériences de mort imminente. Un expert auquel je pouvais confronter le récit de ma cascadeuse. Le témoignage de Marie de Solesmes est vraiment, à mon avis, quelque chose de tout à fait représentatif d'une expérience de mort imminente. Il fait une synthèse de tout ce que j'ai entendu depuis 25 ans que j'explore ces expériences. Cette lumière, qui en fait n'est pas une lumière, mais qu'elle finit par décrire comme de la chaleur et de l'amour, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans ces témoignages. C'est cette impression, alors qui peut paraître bizarre, mais que j'ai entendu aussi des dizaines de fois, qui revient dans pratiquement 2 témoignages sur 3, cette impression de retourner à la maison. Jourdan était un passionné. Ce médecin avait accumulé une quantité impressionnante de témoignages pour en vérifier la crédibilité. Aujourd'hui, il n'a plus de doute. Les expériences de mort imminente sont une réalité. Tout d'abord, j'ai très rarement vu de la fabulation concernant ces expériences. Les personnes qui m'ont donné leur témoignage le font très souvent 10, 20, 30 ans. Pour Marie, c'est 32 ans après son expérience. Pendant 32 ans, elle s'est tue. Parce qu'ils ont peur de passer pour des fous, ils ont peur d'être regardés de travers. Ça n'est absolument pas valorisant. Ces histoires paraissent complètement farfelues quand on en entend une. Mais quand on en entend une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et puis 10, puis 20, puis 100, puis 200, 300, comme j'ai pu en entendre, on se dit, ces gens-là ont vécu quelque chose. J'avais de la chance.
Mon expert venait de boucler une vaste étude avec des neurochercheurs. Il y a des échelles d'évaluation très précises qui permettent d'évaluer les caractéristiques d'un souvenir, avec 16 items bien précis, et qui permettent de faire tout à fait la différence entre un vrai souvenir, un souvenir d'hallucination, un souvenir inventé, un souvenir implanté. Et les expériences de mort imminente, le souvenir qui en reste est un souvenir qui a même plus de caractéristiques de souvenirs réels que les souvenirs réels normaux. Des souvenirs bien réels. Mais comment Philippe Labro et Marie de Solesnes avaient-ils pu percevoir tout ce qui se passait autour d'eux, et même dans les pièces d'à côté, alors qu'ils étaient inconscients? Et Jean-Pierre Jourdan donnait d'autres exemples. Ce qui crédibilise ces témoignages, c'est le simple fait que beaucoup de gens, après leur expérience, aient pu vérifier ce qui s'était passé. J'ai par exemple un grand-père qui était hospitalisé, sa femme était dans la salle d'examen, et il est venu un spécialiste qui a quand même fait une biopsie d'un nerf. Et quand ce monsieur s'est réveillé, il a pu dire comment sa femme était habillée, où elle était dans la salle. Il a pu décrire le spécialiste qui a fait la biopsie. Il a pu dire le nom de ce spécialiste. Votre mari va bientôt se réveiller. D'accord, merci docteur. Je vais rester ici en salle d'attente. Il a pu dire tous les dialogues. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce monsieur, non, il était dans le coma, certes, mais il était sourd comme un pot. Fait une biopsie, votre mari se porte bien, nous attendons des résultats, il devrait se réveiller. En temps normal, il aurait été réveillé sur la table d'opération, il aurait pu à la rigueur décrire la chemise de sa femme ou le blouson du médecin, mais absolument pas le nom du médecin, ni les dialogues qu'il y a pu y avoir. Étonnant. Et le chercheur voulait me parler d'une histoire qui défie encore plus la logique. Celle de Pamela Reynolds. Pamela Reynolds, c'est une dame qu'on a opérée d'un anévrisme cérébral. Et pour une telle intervention, on est obligé d'arrêter la circulation au niveau du cerveau. Pour que le cerveau, qui normalement ne tient que 3 minutes sans oxygène, survive le temps de l'opération, on est obligé de le refroidir. En l'occurrence, c'était vers 16 degrés. 16 degrés, c'est une température à laquelle il n'y a plus rien qui fonctionne. Il ne peut pas y avoir ni mémorisation, ni perception de quoi que ce soit. Aucune perception ni mémorisation possible. Et pourtant, ce qu'a vécu cette chanteuse de country a fait mentir toutes les prévisions scientifiques. Je suis sortie par le haut de ma tête. J'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Et pour une fois, tout a été monitoré et noté dans un compte-rendu d'opération. Le docteur Michael Sabom, un ancien sceptique aujourd'hui converti, a méthodiquement analysé ce témoignage. Étant cardiologue, je ne savais pas à quoi ressemblait une scie à trépaner. Effectivement, ça fait penser à une brosse à dents électrique. J'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines et mes artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. Quand j'ai comparé la description qu'a faite Pam de ce qu'elle a entendu pendant l'opération avec le rapport d'intervention, j'ai découvert que cette conversation avait effectivement eu lieu. L'autre point intéressant, c'est qu'elle a eu lieu au moment où Pam dit avoir eu cette expérience de sortie de corps. On était sur un terrain glissant, car pour la science, nos pensées, nos émotions même, sont liées à l'activité électrique de notre cerveau. Une des énigmes posées par ces expériences à la science, à la médecine, c'est le fait qu'elles surviennent à un moment où théoriquement, on est totalement incapable ni de percevoir quoi que ce soit,
ni de se souvenir de quoi que ce soit. Pour le cas des arrêts cardiaques, au bout de 15 à 20 secondes, l'électroencéphalogramme devient plat. Donc, a priori, il n'y a plus d'activité, non pas cérébrale, mais au moins corticale. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui fait qu'on pense, qu'on est conscient. Donc, effectivement, ça laisse penser que c'est pas le cerveau qui est en jeu dans le vécu de l'expérience. Maintenant, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Face à cette énigme, le cardiologue Pim van Lommel développait cette théorie. Et si notre conscience n'était pas dans notre cerveau? Si l'on considère le cerveau comme un facilitateur de conscience et non comme le lieu de production de la conscience, si on le compare à un transmetteur, il reçoit les informations de votre conscience et lui envoie les informations qu'il reçoit de votre corps et de vos sensations. C'est une manière d'expliquer tout ce que l'on observe dans les expériences de mort imminente. Donc, notre conscience n'est pas limitée à notre cerveau. À ce stade, il me fallait une preuve tangible. Des chercheurs de tous bords essayent de percer l'énigme, de lui trouver une explication scientifique. Je devais à tout prix leur parler. Pour certains, la clé c'est la psychologie. Selon eux, les EMI seraient une réponse de notre cerveau face au stress de la mort. C'est l'opinion de Susan Blackmore, une psychologue britannique réputée. Discrète, accordant les interviews au compte-gouttes, elle fut difficile à joindre. Mais je pus la convaincre de me parler sur Internet. Dans ces situations de peur, de stress, le cerveau n'est plus capable de remplir ses missions habituelles. Les expériences de mort imminente se produisent lorsque le cerveau ne fonctionne plus correctement, lorsqu'il est dans un désordre complet. Et tout ce que l'on observe, c'est ce que l'on peut attendre d'un cerveau qui se débat pour garder une cohérence avec la réalité, alors que tout vacille autour de lui. Ces expériences seraient produites par le cerveau, essayant de donner un sens à toutes les choses bizarres qui lui arrivent. Perplexe, j'entendais encore les avertissements de Jean-Pierre Jourdan. Alors, concernant les hypothèses purement psychologiques, la première des choses qu'on peut dire, c'est que pour échapper à une situation stressante, quelle qu'elle soit, le meilleur moyen, c'est d'être inconscient. On n'a pas besoin de se construire quelque chose d'extrêmement compliqué. Le blackout, c'était bien la réponse la plus courante, la plus logique du cerveau face à la douleur, la peur, l'approche de la mort. Les hypothèses psychologiques me paraissaient insuffisantes. Je devais aller chercher plus loin, me tourner vers l'élite. Quelques-uns des meilleurs chercheurs en neurosciences se trouvaient au Coma Science Group, à Liège, en Belgique. C'était donc là où je devais me rendre pour faire avancer mon enquête. Dans ce bâtiment gris, mystérieux, comme caché au milieu de la forêt, Steven Loray et son équipe travaillent sans relâche pour trouver des explications neurologiques au phénomène. Le scientifique avait accepté de tout me montrer, de m'ouvrir toutes les portes. J'allais assister à la mise en application de son protocole de recherche avec le cas exceptionnel de Sophie Papadoyanis. J'ai eu 2 expériences de mort imminente, une à l'âge de 17 ans pendant une opération et la deuxième, ça s'est passé il y a 2 ans, suite à un infarctus. Première étape du protocole, indispensable, évaluer la crédibilité des témoins. Donc la première expérience, c'est quand je suis sortie de mon corps. J'étais tout en haut et je voyais le médecin en train de m'opérer avec les infirmières. Et ensuite, plus récemment, vous dites avoir vécu une expérience similaire. J'ai vu, c'était une énorme chaleur, une énorme lumière. Et là, il y avait le visage de mon meilleur ami qui était décédé. J'étais sereine, j'étais bien. Je me sentais super bien. Et on a parlé.
Donc maintenant, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec les questionnaires dont je vous avais parlé pour regarder les différentes composantes de votre expérience. Dans un deuxième temps, les patients sont soumis à des questionnaires très précis pour déterminer si certains profils seraient plus susceptibles que d'autres de vivre de telles expériences. Est-ce que vos pensées étaient accélérées? Est-ce que vous pensiez plus vite que d'habitude? Est-ce que c'était plus vite que d'habitude ou incroyablement plus vite? Je dirais plutôt incroyablement plus vite. On veut premièrement mieux caractériser des expériences, donc recueillir un maximum de témoignages de gens qui ont vécu ce type d'expérience. Et ensuite aussi, on utilise des outils standardisés donc pour identifier les expérienceurs et pour quantifier l'expérience et finalement identifier les composantes qui sont le plus fréquemment rapportées. Les premiers résultats sont étonnants. Tout montre que les EMI n'ont rien d'un simple rêve. Les gens vont décrire que ce qu'ils ont vécu est d'abord réel, donc c'est pas comparable à un rêve. Et certains vont même dire que c'est plus réel que la réalité. Ça nous montre clairement que c'est un souvenir qui est différent d'un souvenir imaginé ou d'un rêve. Sur de tels sujets, la rigueur est vitale. Vanessa Charland-Verville évalue les récits de chacun de ses témoins selon des critères reconnus par toute la communauté scientifique. On a publié un article dans la revue PLOS ONE qui justement décrivait, à l'aide du Memory Characteristic Questionnaire, que ces souvenirs-là étaient beaucoup plus chargés en émotions, en éléments qui font référence à soi-même. Et donc, le souvenir d'expérience de mort imminente est plus intense qu'un souvenir réel. Une excursion dans l'au-delà plus réelle que la réalité. Pour trouver une explication rationnelle, les patients sont tous soumis à une batterie de tests. L'intérêt d'utiliser des outils de neuroimagerie, c'est d'avoir des mesures objectives de l'activité cérébrale de ces gens-là. Nous, ici, l'hypothèse, c'est que toutes les composantes principales, donc qui sont les plus fréquemment rapportées, comme par exemple le sentiment de bien-être, la sortie du corps, les distorsions de temps, seraient en fait explicables par une activité cérébrale particulière. C'est le credo du patron des lieux, Stephen Loray. Trouver un jour, enfin, une explication. Je suis convaincu que c'est possible d'étudier de manière scientifique le phénomène et que maintenant nous disposons des outils justement pour aller plus loin, pour comprendre ce qui pour moi est une réalité physiologique. Derrière cette porte, la technique est à l'œuvre. Ce sont des instruments de pointe pour détecter des lésions au cerveau. De quoi, peut-être, expliquer ces envols vers la lumière. On va mesurer l'activité électrique du cerveau avec l'électroencéphalogramme à haute densité, plus de 250 capteurs très précis. Nous allons utiliser l'IRM pour faire des photos du cerveau, regarder les petites cicatrices, mais aussi le fonctionnement du cerveau. Le PET scan où on injecte un sucre marqué pour voir quelles sont les régions qui consomment ou pas de l'énergie du sucre. Et donc nous allons comparer des patients qui ont eu un coma sans mémoire, patients qui ont eu un coma avec expérience de mort imminente, et on va voir s'il ne peut pas y avoir des différences dans leur fonctionnement cérébral. Le professeur Loray avait accepté de me confier ses premières conclusions, malgré leur caractère ultra confidentiel.
Beaucoup de ces patients vont nous raconter qu'ils se sentent bien. Et donc, vous voyez ici un cerveau, il y a 2 hémisphères. Vous avez une région ici qui, on le sait, est importante pour cette sensation de bien-être. Il y a d'autres régions du côté droit dans le cerveau où on sait que quand on va stimuler cette région, on peut provoquer ces expériences où on quitte son propre corps. Il y a ici derrière, dans les régions visuelles, une région qui peut expliquer que ces patients voient une lumière, le tunnel. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a parfois des petites cicatrices qui vont être observées uniquement chez les patients qui ont vécu pendant leur coma ces phénomènes parfois tellement extraordinaires qui sont les expériences de mort imminente. Une piste intéressante à creuser. Mais je me souvenais de ce que m'avait dit le docteur Jourdan. En cherchant bien, on peut trouver en neurologie, en neurosciences, des phénomènes cérébraux qui peuvent ressembler. Par exemple, un manque d'oxygène au niveau du lobe occipital, qui est la partie du cerveau qui gère la vision, peut donner parfois une impression de lumière au milieu d'un tunnel. Mais il s'agit d'un phénomène purement neurologique, avec des étoiles qui scintillent ou un truc comme ça. Quand on interroge quelqu'un qui a vécu une EMI, il vous dit « oui, mais c'est pas de la lumière, c'était de l'amour ». Ça n'a rien à voir avec un phénomène purement visuel. L'expérience ne peut pas être expliquée par un ensemble de petits bouts. L'explication neurologique, si vous voulez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, la science n'expliquait pas tout, et certainement pas le plus troublant. Comment tous ces témoins avaient-ils pu voir, entendre, décrire avec précision tout ce qui s'était passé autour d'eux pendant leur inconscience? Pressé par mes questions, Steven Loret était bien obligé de reconnaître son ignorance. Je pense qu'il faut rester ouvert et on ne peut pas dire qu'on a tout compris en ce moment. Malgré tous ces moyens, le professeur se gardait bien de conclure. Et pour cause, de nombreux cas ne collent pas avec l'hypothèse de lésion cérébrale. De toute façon, quel que soit ce qu'on peut trouver au niveau lésion cérébrale, le problème est qu'on a aussi montré, avec le Coma Science Group, que ces expériences ne sont pas liées à un état cérébral particulier. Ainsi, des expériences de mort imminente pourraient donc survenir sans que le cerveau soit en danger de mort. D'autres voies devaient donc être explorées. Ça devenait une obsession. Je voulais en savoir toujours plus. En repartant vers la France, je repensais à un témoignage particulièrement déconcertant, celui de Claire Lumetti. La jeune femme m'avait envoyé le manuscrit de son livre. Elle y raconte son expérience, vécue dans des circonstances très particulières. Il y a un moment où on faisait l'amour, où c'est arrivé, l'expérience est arrivée. Je me suis retrouvé tout d'un coup propulsé au-dessus du lit. J'étais comme en lévitation. Mon regard était à la hauteur de la frise qu'il y a au ras du plafond de ma chambre. Et là, je me suis senti envahi d'un sentiment de plénitude. Je me suis tout de suite trouvé environné d'une lumière dorée, blanche dorée, éclatante. Et puis, très vite, j'ai eu comme une espèce de message. C'était de la télépathie. Et cette chose disait, le savoir n'est rien, le savoir c'est l'amour. Et j'ai été envahi par cet amour, comme un océan qui vous submerge, et je me suis mise à aimer tout le monde. Et mon cœur s'est ouvert à 360 degrés. Une décorporation, un sentiment de plénitude, une lumière éclatante, de la télépathie, de l'amour, tout concordait.
Ces évasions de la conscience pouvaient bien avoir lieu sans danger de mort. C'est ce qu'évoquait le deuxième livre de Raymond Moody, Témoin de la vie après la vie. Il y parle d'expériences de mort partagées. L'expérience de mort partagée ressemble à une expérience de mort imminente, sauf qu'elle est vécue par des gens qui ne sont pas malades. Elle se produit généralement chez là ou les personnes présentes au chevet d'un mourant au moment où celui-ci va mourir ou vient de mourir. Un de mes contacts m'avait parlé d'un lieu de recherche très en pointe sur l'étude de la conscience, l'Institut suisse des sciences noétiques. Leur approche me séduisait, j'avais vraiment besoin d'eux. La directrice de ce centre de recherche, Sylvie Détiolaz, était catégorique. Les expériences de mort imminente avaient été mal nommées. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres circonstances dans lesquelles on pouvait vivre une expérience de mort imminente où il n'y avait pas, on va dire, d'atteinte physiologique sérieuse, grave de la personne. Comme par exemple au moment d'une Fear Death Experiences, où le fait de prendre conscience d'un danger imminent, c'est-à-dire vraiment où on pense à tort qu'on va mourir, par exemple lors d'un accident de voiture, où on va pouvoir éviter le choc à la dernière minute, eh bien ça peut déclencher une expérience qui va être en tout point identique à une EMI. Et puis par la suite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément non plus besoin d'un choc psychologique comme ça, mais qu'on pouvait vivre au contraire une expérience d'EMI dans des circonstances plutôt agréables, au moment d'une relaxation profonde, d'un état de méditation, ou encore au moment d'un orgasme. Sur les 5 à 600 témoignages, je pense qu'on en a en tout cas une bonne centaine qui se sont produits dans d'autres types de circonstances. Nouvel éclairage donc, mais mystère plus obscur encore. Les expériences sans mort imminente posaient une énigme totale à la science. Ces cas d'EMI qui surviennent dans des circonstances où il n'y a pas du tout où la personne n'est pas du tout en danger physique, remettent totalement en question les explications classiques, physiologiques ou psychologiques, puisque là, ces personnes n'avaient absolument pas peur de mourir, puisqu'elles étaient au contraire dans un état plutôt détendu, et leur cerveau n'était pas en souffrance, puisqu'elles n'avaient pas d'atteinte physiologique. Ainsi, ces phénomènes pourraient arriver à n'importe qui, n'importe quand. On a un certain nombre de cas qui sont assez troublants, de personnes qui ont vécu ce type d'expérience alors qu'elles étaient en train de prendre une douche, en train de bouquiner dans leur salon, ou encore de se reposer dans un champ ou sur un banc dans un parc public. J'allais le vérifier très vite grâce à Sylvain, un ingénieur logiciel de 40 ans. Quand l'expérience a commencé, j'étais simplement assis sur mon canapé. Je commence à percevoir de la lumière. Pour moi, il n'y avait pas de doute à ce moment-là. Je veux dire, c'était de nature divine. Et subitement, une présence apparaît. Et cette intelligence irradie quelque chose qu'on peut appeler de l'amour inconditionnel. J'ai commencé à revoir ma vie. Je voyais mes motivations et je pouvais aussi voir les motivations des autres. Au bout d'un moment, il y a eu un message, plutôt une idée, voilà, ou une compréhension qui est venue. Voilà, c'est fini. Voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et à ce moment-là, j'ai senti littéralement mon cœur s'arrêter. J'ai pris une décision qui est de continuer, puisque je suis là, je peux raconter mon histoire. Je ne sais pas si j'avais pris l'autre décision, ce qui serait passé. Fascinant. Voilà qui ouvrait d'immenses possibilités pour la science. On pouvait donc tester la réalité de ce qui est perçu lors d'une décorporation. C'était presque impossible pour des patients en pleine réanimation.
Mais pas là, avec des témoins comme Sylvain pour qui tout allait bien. On essaye de recréer justement dans des conditions de laboratoire des expériences de décorporation avec des sujets qui en vivent spontanément. Donc on travaille avec des gens qui souvent vivent ça depuis l'enfance comme une capacité tout à fait naturelle. Et on a fait donc un certain nombre de tests. L'étude n'est pas terminée, donc je ne veux pas trop parler du protocole, mais effectivement, c'est d'avoir quelque chose dans une autre pièce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas au moment de l'expérience, donc une expérience en double aveugle, et que la personne puisse aller voir et rapporter cette information. On a eu des résultats qui étaient vraiment bluffants et qui sont extrêmement difficiles à expliquer par le hasard. Mon voyage à Genève avait remis en cause mes modestes certitudes. Il me semblait de plus en plus difficile de trouver une explication rationnelle à ces phénomènes. Je commençais à comprendre pourquoi ce sujet pourtant fondamental était si peu traité par la science. Je constate qu'il y a beaucoup de collègues qui ont peur d'aborder la question, qui est un peu taboue. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des financements pour l'étudier, de publier nos résultats. Ces expériences obligent à se poser des questions qui paraissent folles. Du genre, comment peut-on vivre une expérience strictement identique dans des états cérébraux aussi différents? Pour un scientifique qui a un laboratoire, qui a, je vous dis, une réputation à entretenir, c'est risqué. Comment oublier ce que m'avait raconté le journaliste Patrice Van Hersel, un des premiers à s'être intéressé à la question il y a plus de 30 ans. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, j'étais moi-même très sceptique. J'ai été envoyé par le magazine Actuel aux États-Unis et je me suis vite aperçu que les chercheurs qui s'intéressaient au near-death experience, comme les Américains disaient, étaient considérés comme des obscurantistes. Aujourd'hui, ça reste encore difficile, particulièrement en France. Il faut se mettre à la place des scientifiques. Quand vous êtes un neurologue aujourd'hui, ou un neuropsychiatre, et comme nous tous, mais de manière beaucoup plus pointue, vous avez appris que la conscience, c'est une propriété émergente du cerveau. Si maintenant on nous explique que quelqu'un qui était pratiquement mort, le cœur arrêté, et même quelquefois toute activité cérébrale arrêtée, a pu se voir de l'extérieur et décrire l'opération où on lui ouvre le cœur en donnant des détails objectifs précis, on ne peut pas gober ça comme ça. Ça signifierait une remise en cause énorme. Une remise en cause de tout ce que la science et la médecine avaient toujours cru savoir sur la conscience. Voilà pourquoi certains témoins avaient mis plus de 30 ans à oser parler. Ces expériences étaient extraordinaires, nous concernaient tous. Et pourtant, ceux qui y vivaient semblaient être condamnés au secret. Claude-Charles Fourier, psychothérapeute de l'Institut suisse des sciences noétiques, était régulièrement confronté à ce mur de silence. Certains vont être mal aussi parce que justement ils ne sont pas écoutés quand ils reviennent. Et c'est là où justement ils peuvent entrer dans le doute. Est-ce que j'ai perdu la raison? Est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu? Et ça peut effectivement laisser des traces profondes. J'ai essayé d'en parler à certaines personnes. Elles me traitaient de folle ou de sorcière. Le jeune médecin, c'est lui que j'ai vu en premier. Et dans ses yeux, d'un seul coup, j'ai vu quelque chose qui passait. Il a dû se dire, mince, elle revient pas sans séquelles, quoi.
Les gens étaient hyper gênés. Ma famille s'est très clairement posé la question si j'étais devenu fou. On est complètement seul après. On ne peut pas raconter la plus belle histoire de sa vie. Et ça fait mal. Plus qu'une expérience, c'est parfois une véritable transformation qui s'opère chez ces voyageurs de l'au-delà. Souvent, les personnes, au retour de ce type d'expérience, vont être effectivement beaucoup plus concernées par leurs semblables, par le côté spirituel. Elles sont beaucoup plus en empathie avec le genre humain. Je suis revenue différente de cette expérience, totalement transformée. Je suis passé d'une cascadeuse foldingue amorale à quelqu'un qui ne pensait qu'à une chose, aimer l'humain, sourire, être bienveillant. J'ai sans doute un peu plus modéré, tempéré cette énergie éclectique qui a toujours été la mienne. C'était comme si j'étais neuf. Je me suis rendu compte qu'en quelque sorte, j'avais été nettoyé mon passé. Ça avait juste plus d'importance. Ça vous pousse à réfléchir à la vanité de tout, la précarité des choses, et en même temps, l'extraordinaire et singulière chose qui s'appelle la vie. Avec ces passages dans ce qu'il faut bien nommer un autre monde, une porte s'était ouverte. Ouverte vers les autres. Je sens ce que les gens ressentent, en fait. Des fois, je pourrais être presque à l'intérieur d'eux. Je pleure les larmes des autres. J'ai une empathie multipliée par 1000. Donc c'est extraordinaire d'un côté, mais c'est pas facile du tout à gérer de l'autre. Ça me submerge. J'évite là où il y a des concentrations humaines trop importantes parce qu'on ressent la misère. On ressent des gens très malheureux. Plus perturbant encore, certains semblent être revenus de leur incroyable traversée avec des capacités nouvelles. Parfois, je me rends compte que je sais des choses que je ne suis pas censé savoir. Ça peut être vraiment sur la construction d'une maison ou sur ça. Et d'un seul coup, je vais dire, mais tiens, là, il faudrait mettre une pente comme ci, comme ça, avec des parpaings. L'interlocuteur a l'impression que je sais de quoi je parle, sans être à son niveau, et finit par me dire, ah ben oui, c'est exactement ça. Quand je rencontrais quelqu'un, je pouvais commencer à percevoir la personne en face de moi, ressentir qui elle était, ce qu'elle avait pu, ce qu'elle a pu vivre, pas spécialement dans les détails, mais dans la généralité de sa vie. Dans les mois et les années qui ont suivi, j'ai eu des rêves, des visions, des sensations très fortes, des flashs. J'ai eu droit à une facilité d'apprentissage des connaissances hors du commun. J'ai fait des études de pharmacie, j'ai obtenu un doctorat de philo, j'ai eu un master de psychologie sociale. Ça aurait dû me prendre à peu près 15 ans. J'ai fait en 5. Claude Charles Fourier en était persuadé. Ces explorateurs de la conscience ont beaucoup à nous apprendre. Elle ramène un message d'espoir, bien sûr, mais aussi un message qui peut permettre d'accéder à plus d'humanité, déjà, ce qui paraît relativement simple, mais à plus de spiritualité surtout, oui. Étudier les EMI ou les NDE, c'est peut-être bien, moi j'en suis persuadé, se donner la possibilité de décrypter toutes sortes d'énigmes sur la vie, la mort. Après cette dernière entrevue, j'étais au moins convaincu d'une chose.
les expériences de mort imminente permettent de toucher du doigt les mystères de l'au-delà. J'avais plus peur de la mort, c'était parti. À 25 ans, j'ai presque eu le manuel pour apprendre à mourir. Il n'y a pas à avoir peur. C'est-à-dire que vous sortez là, vous dites, si ça se passe comme ça, le jour où ça se passera vraiment, ça va. C'est-à-dire que, au fond, je crois qu'on accepte mieux la mort si on la frôlait de très près. Accepter mieux la mort, c'était peut-être un des enseignements de tous ces témoignages. Mais ceux qui se sont approchés de la frontière reviennent aussi tous avec une nouvelle vision de la vie. Ça a donné un sens merveilleux à la vie, c'est que je ne suis pas là pour rien. Ce travail, entre guillemets, c'est d'être passeur, d'une part, et pour moi, c'est aimer. C'est-à-dire apprendre à aimer. Aimer, rester ouvert. Devenir un meilleur être humain, à mon sens, c'est ça le but de la vie. Ça vous donne encore une fois une obligation de plus de générosité, d'écoute et d'attention aux autres. J'en étais désormais persuadé. Il fallait que la communauté scientifique ose enfin accorder du crédit à ce phénomène. Ce sont des expériences qui ont la même importance sur le plan humain et sur le plan scientifique. Elles peuvent apporter énormément pour les deux. Sur le plan scientifique, c'est évident parce qu'elles posent des tas d'énigmes auxquelles il faudra bien répondre. Sur le plan humain, c'est de faire toucher du doigt quelque chose qu'on est en train d'oublier de nos jours. L'amour. Moi aussi, cette enquête m'avait transformé. J'étais prêt désormais à mieux écouter ce message. Je m'étais un peu libéré de mon carcan de scepticisme. Le message, c'est que la vie est plus précieuse que tout, la vie est d'une beauté magnifique, qu'on est là pour s'aimer, que pour donner, pour échanger, pour faire en sorte que cette planète soit la plus belle possible et que les habitants de cette planète soient le plus heureux possible. Et en réalité, le bonheur est d'une simplicité extraordinaire. Je m'en doutais. Cette enquête ne pouvait avoir de fin tangible. Nous sommes loin de percer tous les secrets de ces voyages mystérieux. Et nous ne saurons sans doute jamais ce qu'il y a au bout du tunnel, tant que nous ne l'aurons pas traversé. Et c'est sans doute tant mieux. Les plus grandes énigmes doivent garder leur part de mystère.